Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk. On est là aujourd'hui pour le preview de l'UFC 244, le BMF Title Fight, Masvidal contre Diaz. Et puis, comme on l'avait fait au dernier pay-per-view, je trouvais ça le fun d'amener des invités, avoir un point de vue différent pour les analyses des combats et tout. Donc, j'ai mon ami Carl Deschaines aujourd'hui avec nous pour ça. What's up? Carl, comment ça va? What's up? Yes, ça va bien, toi? Ça va super bien, man. Je pense que c'est fair de dire qu'on est ultra excité pour cette carte-là. Là. J'ai commencé à checker ça cette semaine, puis oui, on savait c'est quoi le main event, parce que j'avais pas regardé la carte en profondeur, puis tabarnouche, il y a littéralement zéro mauvais combat sur cette carte-là. Ouais, c'est quasiment tous des gars que je connais, cette carte, c'est vraiment incroyable. Ah, ça va vraiment être écœurant, fait que je pense qu'on va commencer tout de suite, parce qu'on a 12 combats. On commence toujours par le haut, par le main event de la soirée. Donc, George Masvidal contre Nate Diaz, le BMF Title Fight. C'est quoi ton read sur ce combat-là? Ouais, mais c'est sûr que c'est le combat entre les deux gangsters de West Coast et East Coast. C'est ça, les deux ont vraiment eu des hauts et des bas dans leur carrière. Et là, Masvidal, il a vraiment une année incroyable cette année avec son KO contre Darren Till et Dan Askren. Il a vraiment pris un step de niveau. Là. Puis, ce Masvidal, lui, il est très bon kickboxer. Il est très bon dans le pocket. Il a plus de power que Nate Diaz, selon moi. Là. Mais Nate Diaz, lui, il aime ça travailler en volume. Il met vraiment de bonne pression avec sa boxe. Au niveau du jiu-jitsu, je pense que je donne un avantage à Nate Diaz. Je pense que ça va être un bon combat là. Je pense que je vais y aller avec Nate par décision. Nate par décision, tabarnouche, man. Tout le monde a l'air de pas mal y aller vers Masvidal. Là, plus je regarde des prédictions de certaines personnes, puis je te cacherai pas qu'il me donne envie de modifier mon pick. Mais moi aussi, mon pick initial, c'était Nate par décision. Même affaire. Écoute, deux des gars les plus tough en MMA. Oui, on a des hauts et des bas, comme t'as mentionné. Pas des gars qui se font finir, par exemple. On a vu Nate se faire finir là, une fois, je pense, par Josh Thompson. Masvidal s'est fait soumettre dans le vieux temps, là, une fois. Mais tabarnouche. Ouais, exactement. Genre de soumission bizarre, là, que c'est quand même un highlight, mais non, c'est ça, c'est pas des gars qui se font finir. Fait que j'ai comme tendance à penser que ça va durer tout le long, ça va durer 25 minutes. Leur cardio aussi, man, je pense que c'est vraiment un des points forts des deux combattants dans ce combat-là. Ils ont du gaz, man, ça arrête pas. Puis, écoute, c'est sûr que mon read initial, puis c'est pour ça que je doute ma prédiction, je me disais, d'après moi, tu sais, Jorge Masvidal commence toujours ses combats forts. Puis le knock qu'on pouvait avoir sur lui avant, c'était peut-être que oui, il commençait ses combats forts, puis il dominait le premier round, puis là, il était en confiance. Donc, il arrêtait un peu de se battre, puis il coastait. Puis ça faisait qu'il gagnait un round très clairement, mais qu'il y avait deux autres rounds très serrés après. De là, toutes les split decisions qu'il a perdu. Là, je pense que c'est comme 4... Je pense qu'il a perdu 6 split decisions. Ouais, c'est ça. En carrière, il y en a 4 en 6 défaites dans l'UFC. Puis ces deux autres, tu sais, contre Wonderboy, oui, c'était pas tant serré que ça, mais c'était des combats compétitifs. Là, on n'a jamais vu George Masvidal se faire déclasser. Jamais. On a peut-être vu un peu Nate Diaz se faire déclasser à certains moments, mais je pense pas qu'on peut dire que c'est comme... Ça prend beaucoup de leg kick. En lutteur, les lutteurs posent beaucoup de problèmes à Nate. Ouais, définitivement. Puis je pense pas que Masvidal va arriver avec ce game plan-là. Bien que c'est tellement deux des gars qui peuvent tout bien faire. Le George Masvidal, là, super underrated au sol. Si tu regardes son combat contre Maia, c'est un des combats les plus compétitifs que Demian Maia a eu au sol. Puis Masvidal, il était pas censé de bien se débrouiller comme ça, tu sais, contre Demian Maia, puis de tout défendre. Puis même quand il se retrouvait avec Maia dans son dos, de rester calme, de jamais stresser, de jamais passer proche de se faire finir par un gars. On a vu ce qu'il a fait à Askren, on a vu ce qu'il fait à pas mal tout le monde qui vont au sol avec lui. Donc, c'est ça. Mon read, c'était que d'après moi, Masvidal va commencer fort, risque de gagner les deux premiers rounds. Souvent, c'est là que Diaz est comme un peu plus tranquille, se fait plus taguer. Puis lui, Diaz a souvent besoin de prendre ses reads avant vraiment de se lancer là, dans le combat, puis de commencer à travailler en volume, de travailler dans ses combinaisons, back up son adversaire contre la cage, puis avoir le genre de flurry traditionnel des frères Diaz, là, que le gars il cover up, puis eux, ils lancent des hauts au corps à la tête, quand le gars est pogné contre la cage. Fait que je pensais que Masvidal allait principalement gagner les deux premiers rounds,
puis que Nate allait probablement gagner les autres rounds parce que c'est très difficile, peu importe qui tu es, de ne pas te faire entraîner dans le combat de Nate Diaz. C'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à McGregor, c'est comme ça que c'est fatigué. C'est arrivé à tout le monde, tu finis par te faire entraîner dans son genre de combat, qui est sloppy quand même. Tu sais, Nate Diaz, ce qu'il aime faire, c'est rendre le combat sloppy. Puis là, quand ça devient sloppy, ben c'est un très bon boxeur technique, donc il a une meilleure technique que toi dans ce genre de combat-là. C'est ça qui fait qu'il gagne. Fait que je pensais que ça allait se jouer pas mal au 3e round dans ce combat-là, finalement. La personne qui va être en mesure, ben... En fait, de là, pourquoi je doutais mon pic, c'est que je me dis... Masvidal ayant probablement un excellent cardio là, de 25 minutes. On l'a pas vu souvent dans des 25 minutes, mais la manière dont il est capable de se battre pendant 15 minutes nous porte à croire que c'est probablement un combattant de 25 minutes, là, vraiment très facilement. Fait que je me dis, s'il gagne les 2 premiers rounds, est-ce qu'il va assez se faire entraîner dans le combat de Diaz pour perdre 3 des 3 derniers rounds, ou s'il va réussir à en voler un là-dedans, puis de là se sauver avec une décision de 48-47. Je le sais pas, pour vrai. Pis c'est rare que j'arrive pis je fais un pic sans absolument savoir qui va gagner ce combat-là. J'ai même pas vraiment un doute. Ça peut vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Comme je l'ai dit, mon pic initial, c'était Diaz, dans le sens que je pensais qu'il allait réussir à entraîner Masvidal dans son genre de combat. Fait que garde, je vais rester avec mon pic original. Anyway, je pense pas gager d'argent ni bêter d'unité au pool à Oli sur ce combat-là. Fait que je vais avoir Nate Diaz par décision, moi aussi. Puis ça nous mène au co-main event de la soirée qui... Est-ce que ça va arriver? On le sait pas encore. Darren Till, es-tu là? Je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas une bonne idée de voler un taxi. Ça l'aide pas à pouvoir aller travailler dans d'autres pays par après. Mais, fait que on va faire comme ça existait. Kelvin Gastelum, Darren Till. Parce que Gastelum a déjà mentionné, anyway, qu'il allait comme pas affronter Cannonier sur short notice. Fait que, en tout cas, peu importe ce qui arrivera. Son dernier combat comme Jack Edmondson, il a vraiment été fort. Ouais, ben, c'est comme pas. C'est. Tu sais, j'entends déjà du monde de ce gars, c'est pas de couilles pis tout, mais tu passes d'un gars qui va être. Qui est un long distance striker qui. Tu sais, il est pas tant puissant que ça. Till va plus t'avoir avec une bonne combinaison pis tu sais, il va te sauter dessus. Tu passes de ça à un one-punch knockout artist, que c'est absolument un style match-up, là, 100% différent. Fait... Heureusement, parce que Crème, il me semble que c'est un dur début à 185 dans une nouvelle discussion d'affronter un des top guys. Gastelum, oh ouais, écoute, pour ce qui en est du combat Gastelum contre Till, moi, personnellement, c'est un de mes picks les plus safe sur la carte, parce que Kelvin Gastelum ne sait que faire une chose, c'est-à-dire aller de l'avant, lancer des 1-2, puis s'il y a des problèmes, ben shooter pour des takedowns. Darren Till est incapable de se battre sur le reculon. Incapable. Darren Till doit aller de l'avant pour être efficace. Quand on l'a vu de reculon, c'est le gars qui recule en ligne droite, ça fait backer contre la cage. Fait que garde, moi, c'est quand même un pick facile pour moi. Là, je pense que Till est probablement plus tough que ses 2 derniers combats où on l'a vu se faire finir. Fait que j'avais Gastelum par décision, mais c'est quand même assez clair pour Gastelum ici. Là. Ouais, moi je suis d'accord également. Je trouve que Till, il a vraiment pas une bonne défense de goût. Son menton, il est très haut dans les airs. Je pense que Gastelum va connecter. Ça va faire du dommage. Définitivement. Donc on s'entend pour Gastelum. Ici, ça nous mène... Premier round, Matt. Merci, bonsoir. Ça nous mène à Stephen Thompson, Vicente Luque. Vas-y, man, je t'écoute. Ouais, mais Wonderboy, il est vraiment dû pour gagner. Là. Ses dernières performances, ça m'a été déçu. Contre Anthony Pettis, il est quand même fait knocker contre un lightweight. Je pense qu'il rebondisse. Luque, dans le combat, il a vraiment été spectaculaire. Il nous a offert vraiment une victoire incroyable contre Barberina et Mike Payne. Donc, moi, je pense que Wonderboy va gagner parce que ça reste un des tops de la division. Je pense que ça va être un trop gros défi pour Luque. Écoute, moi, quand j'ai écouté un peu de combat avant là, pour celui-là, parce que c'est un sûr que j'ai le plus de misère à piquer sur la carte, là, je te le cacherai pas. Et puis, tabarnouche, man, j'ai de la misère en écoutant Masvidal contre Thompson de pas me dire que ça va exactement être le même genre de combat. Genre... Ça, c'est vraiment dur de battre son style. Là. Le style unique, là, vraiment son karaté, vraiment... Ah ouais, c'est ça, il est excellent. Puis tu sais, contre Anthony Pettis, oui,
Il s'est fait knocker, on se le cachera pas. Mais, il gagnait, là, ce combat-là. Au moment où il s'est fait knocker, de 1 et de 2, c'est comme la première fois qu'il se faisait knocker dans toute sa carrière. Là. Fait que, selon moi, si Luke gagne ce combat-là, c'est parce qu'il land un punch, puis il cut Stephen Wonderboy off guard, puis très possible parce que c'est un striker des plus puissants dans la division. Un des gars qui travaille tellement bien en combinaison, Luke, qu'il est capable de s'assurer que ça soit genre le 4e punch de la combinaison, que ce soit le power punch qui vient te faire mal, puis après que t'en ailles D3. Il est très bon, là. Il est excellent. Je pense que ça va être compétitif, un peu comme Masvidal contre Thompson. Mais ouais, j'ai tendance à lean pour Wonderboy par décision, moi, dans ce combat-là. Ensuite... Ouais. Lewis contre Ivanov. Ouais. Ça comme combat, si les deux ont pas de cardio vraiment, puis c'est sûr que Lewis est toujours dangereux avec sa main droite, là. Mais, c'est très bien dit, mais... Écoute, ça va être à chier, ça. Ouais. J'ai rien d'autre, tu sais, ça va être pourri, man. T'as Derrick Lewis qui avait tendance justement à gaz out très rapidement avant. Il a l'air d'avoir trouvé une solution pour pas gaz out. Il fait juste rien. Il est juste là pis il fait rien. Lance pas. Il fait rien, man. Fait rien. Il espère. Sa stratégie, c'est je vais rien faire pendant le plus de temps possible. En espérant que mon adversaire se fatigue. Pis qu'ainsi, je vais pouvoir, à toute fin du combat, lander un Miracle Punch. Pis oui, c'est un des plus gros power punchers, tu sais, à MMA. J'aurais quasiment tendance à le mettre avant Ngannou. Dans le sens que oui, Francis Ngannou a du power, c'est absolument autre, mais il y a aussi quand même une bonne technique debout, ce qui aide, tu sais, son transfert de poids dans ses punches pis tout. C'est pas le cas avec Derrick Lewis. Derrick Lewis, il est capable de te puncher avec un esti de gros overhand qui est un arm punch. Genre pas de transfert de poids, pas une belle technique, fuck all, mais il est juste des grosses mains lourdes. Tu sais, Ngannou, oui, sûrement capable de knocker quelqu'un avec un arm punch, mais tu sais, il y a le transfert de poids qui se fait, il y a tout, c'est vraiment une belle technique, un beau punch bien appliqué. Lewis a pas besoin de bien appliquer un punch pour te knocker bien raide. Exactement. Puis il va être contre Blaga Ivanov devant lui, qui s'il y en a bien un dans toute la division, qui va être bien content de juste en faire un peu plus que Derrick Lewis sans trop en faire, c'est Blaga Ivanov, puis il va gagner par décision. Ouais, moi aussi je pense Ivanov par décision. Ouais. C'est un autre des picks assez faciles selon moi sur la main card. Ça nous mène ensuite à ce qui est selon moi des combats les plus excitants sur cette carte-là. Kevin Lee contre Gregor Gillespie. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est deux lutteurs incroyables. Là. Gillespie est 4 fois champion NCAA des Division One wrestler. Mais là, il a vraiment un excellent body lock. Quand il t'agrippe contre la cage, il est vraiment tough à se défaire. Il est vraiment solide. Là, puis moi, je pense qu'il va battre Lee parce que Lee, il n'a pas de cardio. Il a perdu comme ça. Puis Dos Anjos. Fait que moi, je vais avec Gillespie. Ouais, Moutou. Absolument, Moutou. À date, on a même pas un pic différent, c'est pas pire, mais ouais, écoute, Kevin Lee, ce qui m'inquiète un peu, c'est Gregor Gillespie, il y a littéralement tout. C'est comme t'as dit, ça a été à un moment donné précis le meilleur lutteur collégial aux États-Unis, littéralement. C'est un gars qui apprend rapidement le combat debout. Je dirais même qu'il est peut-être plus à l'aise que Kevin Lee debout. Debout quand même, Gillespie. Ouais, il frappe fort, pis il a un bon menton, pis il sait qu'il est comme pas super bon défensivement, mais il s'en sert comme dans sa game. Tu sais, c'est le genre de gars qui va absolument défendre un punch avec sa face pour essayer de t'en donner un plus gros. Puis il calcule bien les risques, je trouve, quand même, dans les punches qu'il encaisse. Kevin Lee, des fois, est un peu plus crisp avec sa technique debout, mais il est moins confiant quand ça se fait moins bien aller debout. Tu vois, sa confiance, elle drop. Puis là, quand sa confiance, elle drop, c'est là que son cardio drop. Puis je pense que tu l'as pas mal dit, c'est pas mal ça, le point clé de ce combat-là. C'est deux excellents lutteurs, il y en a un qui va être plus gros que l'autre. Par exemple, le plus petit des deux, il arrêtera jamais. Kevin Lee, tout le monde le sait qu'après un certain temps, ben, il manque un peu de cardio. Surtout, ça va être intéressant de voir, ça a l'air de quoi à 155 livres. Là, il redescend à ce poids-là. Kevin Lee, quand même, 355 livres. Ouais, il y a beaucoup de la misère à faire ce poids-là. Fait que ça va être intéressant de voir. Son cardio est comme déjà pas légendaire.
En tout cas, fait que moi tout, j'ai Gillespie ici par décision encore. Je pense que Donc, Lee. je pense qu'il peut le soumettre, là, Kevin Lee, je pense. Los Angeles, il a réussi à le soumettre, je pense qu'il serait capable, peut-être avec un arm triangle shot. Ouais, ça, c'est arm triangle, c'est son go-to move. Je pense que, par exemple, en termes de Drew, là, j'aurais tendance à dire que Lee est le meilleur grappler des deux. De Gillespie est le meilleur lutteur, là, d'après moi, clairement. Puis le lutteur le plus persistant. Le lui qui va aller de l'avant, va courir après le dos, va essayer de le takedown coûte que coûte. Mais je pense que si on combine le jiu-jitsu et la lutte, je pense que Kevin Lee est plus à l'aise au sol. Le out grapple, d'excellents grapplers, là, des Michael Chiesa, des gars de même. Par exemple, je sais pas s'il va être capable de keep up. Fait que c'est sûr que quand il est bien gazote, il est plus facile à soumettre. Fait que j'écarte pas l'idée. Gillespie, selon moi, c'est le deuxième meilleur lutteur de la division après Khabib. Ouais, absolument, absolument. Maintenant, prelim. Combat bizarre, man. Combat très bizarre. Corey Anderson, Johnny Walker. Qu'est-ce qui va arriver là-dedans? Ouais, c'est sûr qu'Anderson, il est très bon avec sa lutte, là. S'il s'amène Johnny Walker au sol, peut-être ça peut devenir intéressant, là, mais moi, Walker, je le trouve malade, là, je le trouve fou. Il a vraiment un style imprévisible, spectaculaire. 3 KO au premier round dans ces 3 combats. Donc, moi, je trouve que Johnny Walker va gagner, je pense. KO au premier round. Écoute, ce combat-là, là, c'est magnifique parce que Corey Anderson est exactement bon. Parce que tout le monde sait que Johnny Walker est à chier. Là. Johnny Walker, les combats qu'il a perdus avant l'UFC, c'est genre fait takedown immédiatement, c'est fait ridiculiser au sol. Par genre Cledson Abreu, là, qui s'est rebattu par après dans l'UFC pis qui perd, tu sais, il est même pas bon. Parce qu'il a fait en 2 rounds, puis je pense qu'il a manqué de perdre, puis Walker est dans le tête. Ouais, c'est ça, exact, mais fait que c'est ça, t'as Anderson qui est bon exactement à ce que Walker est poche. Mais tabarnouche, il y a un combattant dans la division light heavyweight qui, genre un peu à la Chris Weidman, à tout moment, peut être en train de dominer un combat âprement, puis bang, il se fait exploser out of nowhere, puis il se fait knocker ben raide. Il gagnait les 2 premiers rounds, puis il s'est fait knocker par un kick au 3e. Ouais, contre OSP, ça, il s'est fait allumer ben raide, man. Il gagnait le fight, là. Ah ouais, facilement à part de ça. Lui, je pense qu'il n'a pas le meilleur menton, là. Il s'est aussi fait knocker par Manoua. Moi, je pense que Walker n'a pas de misère à le toucher. Écoute, moi, j'ai quand même besoin de pick Anderson, là, je te dirais, parce que autant je pense que Walker a pas de la misère à le coucher, autant je pense que si ça va au sol au premier round, Walker va probablement se faire prendre son dos pis se faire passer un rear naked choke, là. Mais, écoute, c'est un ou l'autre, pis c'est ça qui fait que ce combat-là est intéressant, parce que la vulnérabilité, je l'ai eu première de l'autre, c'est exactement ce que l'autre est bon. Fait que c'est comme, Nurk va se faire probablement comme détruire assez gravement, là, que ce soit d'une manière ou de l'autre, Nurk va se faire ridiculiser d'après moi dans ce combat-là. L'UFC a dit que Corey Anderson c'était pas un idol mover, puis il n'aurait jamais de chance au titre parce qu'il est trop boring. Fait que je pense qu'il va vouloir prouver un point, là, cette affaire-là. Écoute, c'est pas une bonne idée, mais peut-être. c'est vrai que t'as un bon petit storyline, là. Quand tu imagines Johnny Walker contre John Jones, là, tout le monde parle d'une possibilité. Moi, j'ai pas envie de voir ça pour être franc avec toi, là, mais c'est correct. Donc là, on serait rendu à Shane Burgos contre McGuire Americani. Exactement. Un autre bon petit combat. Burgos, je la trouve vraiment énorme à 145 livres. Là. Il y a vraiment je pense qu'il y a une seule défaite contre 14. On s'est fait knocker contre 14. Ouais. Puis, Americani, lui, c'est vraiment un excellent lutteur. Il est très fort en soumission. Puis, il est excellent sur le top. Moi, je pense qu'Americani va gagner par la décision gagnante. Ouais, moi j'ai Burgos dans ce combat-là, man. Shane Burgos, c'est le genre de striker qui, de la manière qu'il bouge, il est juste dur à attraper un peu. Fait que, pis Makwan Americani, man, il est pas bon debout, là. Il est pas bon debout, mais... Fait drop par Jason Knight 2 fois. Ah ouais, pis Fish Gold et tout est en train de le décoller ben raide avant qu'Americani réussisse à trouver son sol, pis D'ailleurs, Chris Fishgold a absolument gagné ce combat-là, là, entre toi pis moi. Je sais pas... Moi, c'était allé au sol, quand Americani a eu l'avantage.
Oh, ouais, absolument, mais je trouve que c'est comme, je sais pas, moi, je l'ai réécouté récemment, je score encore ça pour Fish Gold, mais tabarnouche. Shane Burgos, son seul gros problème, c'est sa défensive debout. On l'a vu contre Qatar, c'est un gars qui est juste vraiment trop game de head movement, d'avoir les mains bien basses, puis il y a des petites notions défensives qu'il n'y a pas encore, puis ça fait que il va être le plus susceptible à se faire taguer, là, comme des gars contre Qatar qui sont vraiment solides debout, mais je pense pas que Makwan Amirkhani avec son SBG Ireland Boxing Style va réussir à... Il a amélioré sa boxe, mais je pense pas encore assez. Non, c'est ça. Ça sera pas encore assez, puis j'ai l'impression que il va se faire toucher solidement. Puis souvent, le problème avec les gars qui ont besoin de grapple pour gagner, quand ils sont allumés tôt dans un combat, leur cardio baisse rapidement, puis ça fait que leurs takedowns sont plus télégraphiés. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Surtout que on s'entend que c'est pas Makwan Amirkhani que le cardio le plus légendaire non plus. Là, on l'a souvent vu rendu ben sloppy au 3e round à shooter comme des takedowns ou à juste travailler des takedowns, travailler un single leg là, contre la cage, le dos bien plié, puis rester là pendant 1 minute à pas vraiment avancer sa position, puis à essayer, mais à juste dire je pense que je suis dans la meilleure position, puis je gagne l'échange en ce moment, donc je vais rester là. Fait que non, moi j'ai Burgos dans ce combat-là, je pense qu'il va être capable d'aller chercher un TKO dans les later rounds. Genre 3e round en fait, là, ça va pas bébé plus loin que ça. Ça nous mène à un autre combat intriguant. Brad Tavares contre Edmund Shabazian. Ouais, Shabazian, il est vraiment impressionnant. Là. Je trouve qu'il finit ses combats rapidement. Puis, il a juste 21 ans. Puis, il s'entraîne au Glendale Fighting Club avec Edmund Tavares. C'était un training partner de Ronda Rousey. Puis, vraiment, ses performances à date de ce que j'ai vu, c'était vraiment convaincant contre Jack Marshman et Charles Burg. Il finit ses combats en 1 minute. Moi, je suis vraiment hype sur ce gars-là. Je pense qu'il est vraiment un futur prometteur. Très prometteur, en effet. Il pogne un esti de gars complet, par exemple. Il pogne, en fait, le Desmond Green de la division middleweight. Un gars qui est bien confortable sur son back foot, va travailler en arrière de son jab, lancera pas trop de volume, mais va juste en lancer assez. Et comme pas le meilleur lutteur, quand même assez difficile à take down, pareil. Un gars qui travaille bien contre la cage, autant quand il clinche le gars, que quand il a son dos contre la cage à défendre les takedowns, à faire ces affaires-là. Et puis, j'ai pas vu assez d'Edmund Shabazian encore. Oui, moi tout, je le trouve super impressionnant. J'aime pas son camp, là, par exemple. Là, on va se le dire. Je pense pas que... C'est Coach Edmund, là, ça fait... Son pire défaut, c'est qu'il s'entraîne. Ah ouais, absolument, man. Ouais. C'est absolument son pire défaut, mais c'est parce... En ce moment, pour la compétition qu'il affronte, il démontre un style de stand-up qui est fonctionnel. Mais comme on a vu avec Coach Edmund, c'est quand t'arrives contre des meilleurs strikers que là tu te rends compte que le style qu'il enseigne est comme il manque un peu de profondeur puis il manque un peu de défensive pour réussir à compétitionner avec des gars qui sont solides. Puis Brad Tavares, c'est un bon petit boxeur, c'est un gars qui c'est un neutralisateur plus que d'autres choses. C'est pas un gars qui va courir après toi puis vraiment aller chercher le combat. Il va juste te laisser venir à lui puis te faire pas réussir tout ce que t'essayes puis comme par défaut, il va être en avant. Puis je pense que ça va être compétitif. Je pense que Shabazian va avoir ses moments. Je pense même que s'il réussit à lander takedown tôt dans ce combat-là, il y a du bon ground and pound, il est capable de... C'est ça, exactement. C'est exactement pourquoi moi je vais leaner pour Tavares par décision dans ce combat-là. Juste parce que le petit gars pas full connu dans la division, mais vraiment complet. Puis c'est un dur test pour tout le monde. Là. Même Israël Adesanya a pas eu toutes les facilités du monde contre Brad Tavares. Puis je pense que ça va en dire assez long. Fait que oui, j'ai Tavares par décision ici. Vas-y, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Shabazian par décision. Ok, parfait. Edmund Shabazian par décision. Ok, ça nous mène à un combat qui va définitivement avoir lieu entre Andrei Arlovski et Jairzinho Rozenstruik. Probablement mon combat le moins préféré sur la carte avec l'autre juste après, je te dirais. Parce que tabarnouche. Je sais pas. Andrei Arlovski, étrangement,
il est bizarre, man. Gagne 3-4 combats, se fait knocker 5 fois de suite, regagne 3-4 autres combats, se fait knocker 5 fois de suite. Là, semble revenir vers une série de victoires, fait que c'est comme étrange, puis... Depuis... je m'en rappelle plus trop, mais c'est comme ça... Même dans la défaite, dans ses derniers combats, ça a relativement bien été. Pour la première fois, ce gars, il lance des jabs. Si vous... ça... Je trouve qu'il a amélioré sa boxe. Ouais, vraiment, man. Lance ses deux mains. Il est même rendu game d'aller chercher des takedowns. Je reconnais plus mon Andrei Arlovski. Rozenstruik va être un meilleur kickboxer que lui. Pour tout le sol qu'il a pas. Là, si Arlovski lance un takedown, d'après moi, il peut péter la gueule assez facilement. Le fera sûrement pas, par exemple. Tu sais, je me fie pas là-dessus. Puis Rozenstruik va être le meilleur kickboxer. Manque un peu d'activité, par exemple. C'est le genre de vraiment gros heavyweight plodding typique. Que oui, il y a des bons skills debout, mais il landera pas du volume sur toi. Il va pas péter un lead body kick to flying knee combination à la Cyril Gane. Là, va plus lancer des gros overhand en espérant d'allumer Andrei Arlovski. Puis je pense que Chris, il va peut-être réussir parce qu'il frappe fort. Puis même si Arlovski semble s'améliorer, j'ai moyen confiance en lui. Fait que j'avais Rozenstruik KO round 2. Moi, j'avais Rozenstruik KO premier round. Je pense qu'il niaisera pas avec ça. Il a quand même knocké Junior Albini avec une vraiment méchante combinaison à kick. Ah, il est définitivement... C'est ça qui me frustre un peu avec ce gars-là, c'est que tu vois vraiment qu'il est très bon, mais il monte pas assez. Il est comme pas assez actif dans ses combats. C'est le genre de combat typique heavyweight où il arrive absolument rien pendant 4 minutes. Puis là, bang, il y a un knockout. Puis là, wow, tout le monde est content. Puis il oublie que ça faisait 3 minutes et demie qu'il huait. Ça ressemble à ça. Fait qu'ensuite, combat de number one contender. C'est le 3e combat sur les prelims. La gagnante contre Shevchenko, c'est pas un combat qui m'intéresserait. Non, mais c'est quand même elle qui va se battre contre Shevchenko parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est Caitlin Chookagian contre Jennifer Maia. Chookagian a vraiment des très bons kicks, là, je trouve, là, puis elle dépasse quand même assez bien. Je pense qu'elle a une fiche de 5-40, Chookagian. Ouais, ouais, elle a une bonne fiche. Elle est perdu contre... Je me rappelle plus contre qui elle a perdu. Contre Karma, je me semble. Ouais, exact. Ouais, split decision. C'est rien que des split decisions, là, Caitlin Chookagian. Decision, genre, elle est ultra technique, mais ses fêtes sont pas vraies. C'est beaucoup de... J'appelle ça la technique Marina Morose. Là. Tu fais assemblant de lancer du volume en punchant de l'air pendant 15 minutes, puis tu vas peut-être gagner une décision avec ça. Elle crie genre ah! Comme un lion. Ça fait penser un peu à un lion. Oh, c'est exactement la comparaison. Cette fille-là, c'est un lion à 125 livres. Straight up. Ouais. Ben, moi, je pense que Chookagian va gagner par décision. Je pense qu'elle est quand même assez tricky. Là. Puis je pense qu'elle va être trop pour Maia. Écoute, moi, après avoir vu Carmouche, justement, contre Maia, je me dis que c'est pas mal de même que ça se passe, des combats. Quand t'as des genres de weird split decision fighter contre Jennifer Maia. Fait que moi, tout là, j'ai Chookagian. Elle va bouger, elle va se déplacer, elle va kicker, elle va travailler en arrière de son jab qu'elle va lancer comme 34 fois par round, puis il va peut-être toucher 6 fois en tout, mais c'est correct, elle va avoir l'air d'être bien active. Ça va être super serré, mais elle va finir par edge le combat parce qu'elle est là pendant les 15 minutes à faire de façon consistante la même chose, puis ça marche bien, puis après elle va se mériter une esti de volée contre Valentina Shevchenko. Ah, ça sera pas beau ce combat-là, man. Ensuite, l'avant-dernier combat, on a Lyman Good contre Chance Rencounter. Que va-t-il arriver? Lyman, il a vraiment un énorme power, je trouve, à 170 livres. Il est très fort avec son uppercut pinch. C'est pas une knocké Ben Saunders. Lui, Country, c'est un excellent lutteur. Il s'entraîne au Alliance MMA avec Phil Davis. Lui, il est vraiment excellent top control. Puis il va chercher le takedown. Puis il est bon s'il prend le dos de son adversaire. Il peut peut-être le soumettre. Donc, moi, je pense que d'un côté, il va gagner une décision unanime. Ouais, Moutou. Puis
Tu sais, Lyman Good, il est bon, man, je l'aime bien. Comme t'as dit, il est puissant, il est le fun à voir. L'affaire, c'est que si tu regardes sa fiche, il a genre perdu contre Damien Maia, contre Ben Askren, puis contre Rickon. Puis oui, Maia, c'est un gars de BJJ, mais qu'est-ce que ces trois gars-là ont en commun? C'est que c'est vraiment des crises de bons lutteurs. Puis Chance Rencounter, il est à chier debout, à chier. Un lutteur. Ah ouais, c'est ça, c'est un lutteur, un vrai de vrai lutteur, puis ça va peut-être être dangereux se rendre dans le clinch ou se rendre à son takedown contre Lyman Good. Il a absolument le power pour te l'allumer ben raide, mais après avoir vu Good perdre contre majoritairement des lutteurs et des gars qui étaient capables de l'amener au sol, j'ai de la misère à croire qu'un gars qui va juste essayer de l'amener au sol pendant 15 minutes va pas finir par réussir. Donc, moi, tout Rencounter par décision. Dernier combat, yes. Julia Hart contre Hakeem Dawodu, c'est ça? Yes, ça c'est un gros fight, ça. Comme premier combat, là, ça commence la carte. Un finisher, je trouve. À côté, il m'a vraiment impressionné son dernier combat contre le japonais. Là. Je trouve vraiment qu'il a fait vraiment une belle combinaison pour faire KO japonais avec un coup de genou dans le clinch. Après, il enchaînait avec un kick. Je trouve vraiment c'était spectaculaire. Yes, puis c'est vraiment. Dawodu, c'est vraiment. Je trouve un des fighters Muay Thai vraiment typiques là, qu'on a dans l'UFC. Le gars qui va toujours prendre le premier round tranquille, puis là il va construire ses attaques à partir de. Il va commencer puis il va juste kicker des jambes, puis kicker des jambes. Puis là maintenant il va construire ses attaques à partir de ses leg kicks. Il va comme feinter leg kick, il allait avec quelque chose d'autre. Puis son offense se bâtit bien tout au long du combat, puis au troisième round, souvent c'est là que il est à son meilleur, laine du volume, il est créatif dans ses affaires, puis ça va être intéressant parce que RC, c'est un gars de Tiger Schulman, c'est un esti de bon boxeur. Je sais pas comment va dealer avec le range vraiment, parce qu'on s'entend que d'après moi, j'ai pas regardé là, mais je pense que RC va peut-être être un peu plus grand et un peu plus long que Dawodu, mais Dawodu va être le gars qui va kicker, fait que je sais pas ça va être quoi la bataille de range vraiment dans ce combat-là. Au final, là, j'ai tendance à y aller avec Hakeem Dawodu pour une des raisons qui est le combat contre Shayman Moraes, où on a vu RC contre un autre gars de Muay Thai, pis c'était vraiment très serré, là. Les deux gars, on peut dire, avaient le même niveau de skills. Ouais. Ouais, je m'en souviens, mais c'est ça. Les deux avaient le même niveau de skills. Mais Shayman Moraes était juste vraiment plus athlétique et plus explosif généralement que RC. Et puis c'est exactement la même affaire avec Dawodu. Là. Dawodu, c'est tout un athlète. Là. C'est un spécimen physique, quelqu'un qui est très puissant pour sa grosseur, excessivement rapide dans ses réactions. Fait que j'ai l'impression qu'au final, c'est un match-up qui se ressemble. C'est le meilleur athlète qui va probablement gagner. Puis selon moi, c'est Dawodu. Moi aussi, j'ai Dawodu en décision. Yes. Fait que crime, ben, on a fait ça vite, mon gars. Je suis quand même content. On a fait ça vite? Ouais, une demi-heure, crime. C'est bon, ça. Très bon. Je suis bien content de t'avoir reçu, mon Carl. Et puis, on va checker ça là, de près. On va sûrement commenter sur le post que je vais faire et tout sur MMA Talk pis tout. Fait que le monde va pouvoir jaser avec nous pendant la carte. Fait que, Chris, je te laisse le mot de la fin. Merci, mon gars. Ouais, merci de m'avoir reçu ton podcast. Puis, on pourrait pas faire ça une autre prochaine fois. Ben ouais, c'est clair, moi, pour les pay-per-view, là, et je veux toujours avoir des invités pour décrire les fights, fait que c'est sûr que... 145, c'est vraiment une excellente carte aussi. On peut le faire à 3, peut-être avec Greg, je sais pas. Ouais, ça pourrait, ça c'est un plan, je pense que c'est un plan, on fait ça à 3. Ça va peut-être être plus long, mais c'est pas grave, je pense que le monde va aimer ça. Exact, bon, merci, là. Yes, sir, merci mon Carl, merci tout le monde, likez la page, tout, là, faites toutes les affaires que vous savez qu'il fallait que vous fassiez, puis... C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, man, c'est pas moi qui le dis. Ciao!